Donc voilà, donc on commence ici parce que les inégalités de conditions humaines, c'est aussi la diversité des conditions humaines. Donc c'est pour illustrer que j'ai mis cette photo qui a été prise d'ailleurs par nous quand on vivait en Inde, pour montrer que les êtres humains qui peuplent cette planète sont très, très différents, ont des modes de vie assez différents. Donc ça, c'est sur le bord de la Yamuna, hein, au sud de la ville d'Agra, où se trouve le Taj Mahal. Et c'est un sadhu qui contemple ce magnifique paysage. Alors, donc on parle donc moi je suis économiste, donc je vais aborder les inégalités sous un angle de ma discipline. Moi, c'est mon domaine de recherche. La mesure et la définition des inégalités, c'est de comprendre leur évolution. Alors, l'égalité ou les inégalités, l'égalité, c'est l'absence d'inégalité. Donc, c'est un objectif, c'est un idéal hein, qu'on a mis au fronton de nos institutions. Comme on le voit ici, liberté, égalité, fraternité. On vit en France, on a une république qui a mis l'égalité comme une de ses 3 valeurs fondatrices. Et donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que revêt ce terme. Donc, ici, j'ai juste donné quelques petites définitions philosophiques historiques de penseurs qui ont marqué la Révolution française et qui ont été influents. La première citation, elle vient d'Alexis de Tocqueville, un penseur libéral un peu postérieur à la Révolution, qui était plutôt d'ailleurs, qui n'aimait pas trop l'égalité comme valeur. Et donc il avait écrit cette phrase célèbre que les peuples démocratiques ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté, et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. Ils souffriront la pauvreté, l'asservissement, la barbarie, mais ne souffriront pas l'aristocratie. Donc c'était un peu une critique de cette espèce d'éthos égalitariste qui, d'après Tocqueville, marquait les peuples démocratiques. Et donc lui, il n'aimait pas trop cette idée de l'égalitarisme. Mais bon, des gens comme Montesquieu, avant lui, qui ont influencé la Révolution française, également, eux, se référaient à un état de la nature, soi-disant parfait, dans lequel les hommes et les femmes vivaient en parfaite égalité. Et c'est la création de la société qui fait perdre cette égalité. C'était aussi des idées un petit peu étranges, parce que je ne sais pas s'il y a une grande égalité dans la nature idéale. Mais enfin, c'était cette idée que finalement, les humains retrouvaient l'égalité dans la loi. C'était l'approche de Montesquieu. Et puis, une dernière citation un peu ancienne de Jean-Jacques Rousseau, un autre penseur très associé à la Révolution française, qui disait que les fondements de toutes les sociétés, si on réduisait tous les problèmes qu'une société doit rencontrer, ça se résume à la liberté et à l'égalité. C'était un peu... Mais donc ça, ce sont des vieilles réflexions sur l'égalité qui sont importantes pour nous en France, mais l'égalité est une valeur aussi qui déborde la France. Donc tout récemment, les Nations Unies ont relancé 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, donc 17. Et parmi ces 17, il y en a au moins 2, mais il y en a plus en fait, mais il y en a au moins 2 que j'ai rappelés ici, qui concernent la réduction des inégalités. D'abord, atteindre l'égalité entre les sexes ou entre les genres, qui est un objectif de développement durable, parce qu'on va voir qu'il il est rarement atteint. Je vais donner quelques statistiques un peu plus tard. Et il y a également, bien sûr, réduire les inégalités, qui est un des objectifs. C'est le numéro 10 des 17. Et comme il y a d'autres objectifs qui portent sur des questions liées à la réduction des inégalités, comme par exemple l'abolition de la pauvreté. La pauvreté est souvent une conséquence des inégalités. On peut dire en fait que c'est encore, fait partie des objectifs très importants des collectivités humaines, en tout cas telles qu'elles s'expriment dans ces objectifs du millénaire, horizon 2030. Alors pourtant, cette égalité, donc, qui semble être au cœur de nos idéaux républicains et de nos objectifs de développement durable, n'est pas une notion qui est si facile que ça à appréhender. Hein. C'est une notion quand même complexe, l'égalité ou l'inégalité entre les humains. Parce que qu'est-ce que c'est que l'égalité à la base? À la base, l'égalité, c'est une notion mathématique. 2 nombres sont égaux ou ne le sont pas. Ou 2 ensembles, pour ceux qui ont fait des maths, sont égaux, ils ont les mêmes éléments ou ne sont pas égaux. Donc c'est une notion un peu mathématique, binaire, et on comprend mal, a priori, comment une telle notion peut et devrait s'appliquer à des communautés humaines. Des communautés humaines qui sont souvent très diverses. Les individus humains qui constituent ces communautés, là il y a une communauté humaine dans cette salle qui nous rassemble, ne sont égaux à
en aucun des sens mathématiques du terme qu'on peut penser. Ils diffèrent par leur langue, par leur sexe, leur gène, leur taille, leurs croyances, leurs revenus, leur éducation, leur santé, et je pourrais multiplier les critères de différenciation des humains. Et quand vous regardez des humains, moi je vous regarde, il y a beaucoup de différences entre vous. Et donc, qu'est-ce que veut dire l'égalité dans tout ça? Donc l'idéal égalitaire qui a été évoqué dans les citations précédentes et dans les objectifs du développement durable des Nations Unies ne peut donc pas être celui d'une égalité pure et parfaite entre les individus humains. Ce n'est pas possible qu'on observe une telle chose. Ça ne peut porter que sur un certain nombre d'attributs, de caractéristiques de ces humains qu'on peut ou qu'on ne peut pas vouloir égaliser. Alors la question, c'est de savoir, mais quels sont ces attributs humains qu'on peut vouloir ou ne pas vouloir égaliser. Alors juste pour illustrer un peu cette notion, là voici une collectivité humaine, elle est tellement diverse et disparate qu'on n'arrive pas bien d'ailleurs à la voir, donc j'en ai pris une plus petite ici pour qu'on voit bien que les individus qui sont ici sont très différents. Ils n'ont pas les mêmes couleurs de peau, ils n'ont pas le même sexe, il y en a qui ont des lunettes, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui sont plus âgés, il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont... Donc voilà, ce sont des individus très très différents. Très très différents. Alors que veut dire égaliser ou rechercher l'égalité entre ces individus? Quand on les regarde comme ça, c'est pas tout à fait clair. Voici une autre image qui peut illustrer, qui va se rapprocher de ce qu'on connaît. Voilà, deux individus. D'ailleurs, il y en a une qui est dans cette salle. Okay. Et voilà, et deux individus qui ont des trajectoires assez différentes. Il y en a une qui a une trajectoire plutôt descendante, après avoir sûrement forcé pour des substances éthyliques. Et voilà. Et donc ça, c'est à New Delhi. On voit que les humains ont des vies et des trajectoires assez différentes. Et puis là, je vais donner une notion, un autre exemple d'inégalité qui sera plus au cœur de ce qu'on va voir très bientôt. C'est la différence qu'il peut avoir entre ce premier monsieur, que vous connaissez peut-être, en tout cas c'est la première fortune indienne, Mukesh Ambani. Et en 2025, d'après Fortune, il était 10e fortune mondiale. Mais vous savez, ces classements changent beaucoup suivant la fluctuation des patrimoines de ces charmants messieurs. Donc c'est l'homme le plus riche d'Inde et c'est un des hommes les plus riches du monde. Et vous avez un de ses concitoyens, très proche, en fait finalement physiquement et géographiquement, qui fait partie des quelques 75 millions d'individus très pauvres que comptait l'Inde en 2023. Il y a ces personnes très pauvres au sens de la Banque mondiale, c'est-à-dire qui vivent avec moins que 2,50 $, je crois qu'ils ont remonté 2,70 $ en 2025 par jour, et qui coexistent, puisque ce monsieur-là a été photographié à Delhi. Monsieur Ambani va souvent à Delhi, et donc où il a des résidences, etc. Donc c'est des gens qui se côtoient et qui n'ont pas tout à fait la même trajectoire. Et là on peut s'interroger sur la signification de tout cela. Voici encore un autre exemple en Inde, d'un pays où il y a beaucoup d'inégalités, où c'est assez saisissant, parce qu'il y a des gens très très riches et des gens très très pauvres. Vous avez une différence ici d'habitat. À gauche, vous avez une maison qui est vendue dans une agence immobilière indienne, une maison qui a l'air sympathique, hein, près de Delhi, avec voilà, flambant neuve, avec piscine. Et juste à droite, vous avez un habitat qui est d'une personne un peu différente, qui n'a pas tout à fait la même vie, disons, la même vie. Alors, donc tout ça, ça le renvoie à cette idée, ce que les Anglais appellent equality of what. Donc, quand on veut égaliser des choses, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de différences entre les humains. Toutes les différences sont peut-être pas l'objet d'une préoccupation égalitariste, mais certaines le sont. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on voudrait égaliser entre les humains. Et donc, une des notions minimalistes, qui était celle de Montesquieu, c'est l'égalité devant la loi. Et elle paraît effectivement assez naturelle, en tout cas dans les États de droit comme les nôtres. On pense que la loi doit être la même pour tout le monde. Il y a une loi qui est écrite et elle s'applique à tous, et qu'on soit Nicolas Sarkozy ou qu'on soit quelqu'un d'autre. Si la loi dit qu'on doit faire de la prison, on fait de la prison. Voilà. On ne peut pas dire non, il y en a qui ne feront pas la prison. Voilà. Donc la loi est la même, on paie tous la même amende, etc. On est égaux devant la loi. Cette égalité devant la loi est une notion minimaliste qui, pour certains penseurs libéraux, est la seule qui devrait peut-être s'appliquer. Après ça, il ne faut pas aller au-delà. Mais il y a beaucoup, effectivement, de gens qui s'intéressent, en tout cas c'est mon cas, aux inégalités de revenus, de consommation, de richesse. On essaiera de distinguer un peu ces notions, pour des raisons qui sont peut-être importantes, parce qu'on vit dans des économies de marché,
Donc on gagne des revenus, on se procure tous les biens et services qui contribuent à notre épanouissement par du revenu, parce que ces biens et ces services se vendent à des prix, et donc on les achète avec du revenu. Donc notre inégalité de revenus, ça influence beaucoup notre destinée, donc on s'intéresse beaucoup à ces variables. Est-ce que c'est aussi l'égalité de revenus? Mais là, l'égalité de revenus est une notion compliquée, parce qu'il y a des gens qui gagnent des revenus différents, mais il y a des gens aussi qui travaillent, qui font des efforts différents. Alors, par exemple, est-ce qu'on veut égaliser du revenu entre des gens qui travaillent des nombres d'heures différents? Vous avez une personne qui travaille 10 heures par semaine et qui gagne 10 000 euros par mois. Et donc, voilà, donc ça, c'est pas la même chose que si elle gagne 10 000 euros par mois et elle travaille, par exemple, 50 heures par semaine ou 60 heures par semaine. Peut-être qu'on peut avoir envie de tenir compte de ces efforts différents, ou non. Et l'égalité ensuite, quid de l'égalité de la santé, de l'éducation ou du logement? Ça, c'est plus compliqué. Ce n'est pas nécessairement aussi clair qu'on souhaite l'égalité de la santé comme on souhaite l'égalité du revenu. Parce que voudrait dire l'égalité de la santé, quelque part? On va définir l'égalité dans quelques instants, mais l'égalisation de la santé, ça voudrait dire qu'une personne en super bonne santé, en bonne santé insolente, on pourrait souhaiter qu'on la rende un petit peu malade pour permettre à une personne très très malade de gagner un peu de santé. Mais ce n'est pas très clair qu'on souhaiterait toujours faire ça. On pourrait souhaiter prendre un peu d'argent à Elon Musk et le donner à certains des pauvres qu'on a vus tout à l'heure. Et je pense que la plupart des gens trouveraient ça sympa. Est-ce qu'on souhaiterait vraiment réduire la santé, si tant est que c'était possible, en réduisant la santé de certaines personnes, de mobiliser des ressources pour améliorer la santé d'autres? Est-ce qu'on souhaiterait faire ce type de redistribution de santé? Ce n'est pas entièrement clair. Pour l'éducation aussi, ce n'est pas tout à fait clair qu'on souhaiterait réduire le niveau d'éducation de certaines personnes très éduquées, même si ça pouvait nous permettre d'augmenter le niveau d'éducation de personnes moins éduquées. Donc notre égalitarisme vis-à-vis de l'éducation ou de la santé n'est pas de même nature, apparemment. Et on va essayer de voir pourquoi. L'égalité de statut social est aussi importante souvent. Donc en France, ce n'est pas une notion qui se pose très souvent, puisque en général, le statut social des gens est relativement égal dans des pays comme la France, mais moi, j'ai vécu en Inde pendant plusieurs années et là-bas, ils ont un système de caste où effectivement, c'est très, 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 très important. Le statut social, les gens se regardent, les gens s'identifient, savent très bien que vous n'êtes pas de la même classe que moi. Et donc, ça se voit et ça fait des discriminations qui sont très, très lourdes, qui imprègnent encore la société indienne. Et donc, c'est des choses qui sont souvent assez choquantes. À une époque, en France, on avait ça aussi avec la noblesse. Donc, il y avait différentes castes qui étaient plus ou moins semblables d'ailleurs à celles qu'on a en Inde. Dans leur esprit. L'égalité des chances est aussi une notion importante. C'est une notion un peu différente, parce que dans l'égalité des chances, on reconnaît que les gens auront des chances différentes dans leur vie. Il y en a qui, pour des raisons X, Y, Z, vont bien réussir, vont avoir une vie formidable, pleine de revenus, de voyages, de tout ce qu'on veut. D'autres seront moins chanceux. Et c'est des fois les hasards de la vie qui font ça. Mais ce qu'on peut vouloir quand même, c'est égaliser ces chances. C'est que ce qu'on n'aime pas, c'est que par exemple, des hommes et des femmes n'aient pas les mêmes chances de départ, ou que des gens d'origine migrante et des gens d'origine française, par exemple, n'aient pas les mêmes chances de départ. On sait qu'à la fin, ils n'auront pas tous les mêmes résultats, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'au moins, ils aient la même chance. Et c'est une notion importante. Il y a beaucoup de théories des égalités qui vont essayer de dire que quand on a assuré l'égalité des chances au départ, mais après, les inégalités de résultats ne sont pas si graves que cela, puisque les chances étaient les mêmes. Après ça, la roue de la vie est un peu aléatoire. Donc, il y a des choses qui nous arrivent, on a des accidents, mais globalement, on avait les mêmes chances. Quand on n'a pas les mêmes chances de départ, il y a un problème. Donc, c'est une autre notion qu'on peut explorer. Et puis, bien sûr, quand on veut être philosophique et on veut aller plus loin, on peut se dire que ce qu'il faut égaliser, ce n'est pas tellement les revenus ou la santé ou le logement, qui sont des moyens d'atteindre des buts dans la vie, mais c'est plutôt les buts qu'on cherche dans la vie. Alors, il y a plusieurs théories sur les buts qu'on cherche dans la vie, mais certaines d'entre elles disent qu'on cherche, en tout cas, ou on devrait chercher le bonheur, notion à définir, mais c'est une vieille tradition qui remonte à Épicure et qui est très ancienne, l'idée que le bonheur, l'épanouissement est le but de l'existence. Et à ce moment-là, il faudrait plutôt essayer d'égaliser les bonheurs ou les épanouissements, si tant est qu'on arrive à mesurer ces grandeurs. Mais il y a des
théories éthiques qui vont plutôt dans cette direction-là, que c'est ça qu'il faut égaliser. Le revenu, c'est simplement un moyen imparfait d'atteindre du bonheur. Mais le revenu n'est pas le bonheur, on sait que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Et bon, il y a aussi des libéraux qui, eux, vont parler de l'égalité des libertés. Donc ce qu'il faut, c'est égaliser les libertés. C'est un peu lié à l'égalité des chances. On veut donner les mêmes libertés aux gens. Après ça, les gens vont utiliser comme bon leur semble leur liberté. Puis s'ils ne l'utilisent pas bien parce qu'ils décident de boire ou de faire des choses, ben, ils finiront plus malades, et puis tant pis pour eux, voilà. Et puis s'ils utilisent bien leur liberté, mais une fois que les libertés sont égales, eh bien, on est satisfait. Donc c'est tout ça pour grader qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vouloir égaliser. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, on peut se dire, d'accord, bon, on peut égaliser toutes ces choses, mais on pourrait même se poser une question plus fondamentale. Pourquoi égaliser? Pourquoi on veut égaliser le revenu? Pourquoi on veut égaliser le logement où on ne le veut pas? Pourquoi l'égalité? Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Il y a des gens qui disent, bon, on s'en fiche de l'égalité. Voilà, c'est comme ça, on est inégal. Et laissons l'inégalité fonctionner. C'est peut-être même bien l'inégalité. Donc, pourquoi l'égalité? Alors, une des raisons les plus importantes, en tout cas de mon point de vue, et pas seulement du mien, c'est que l'espèce humaine, en fait, est coopérative. On est une espèce qui coopère par rapport à d'autres espèces animales. Ici, il y a beaucoup de biologistes, beaucoup d'espèces animales ou végétales. La coopération est peu répandue au sein des espèces autres que les humains. Il y a un peu de coopération quand même, mais il y en a beaucoup moins. Les humains coopèrent énormément. On a des sociétés, des entreprises dans lesquelles des centaines de milliers de personnes travaillent dans le monde. Ils coopèrent sous une même bannière. On coopère dans des nations. La coopération humaine est très importante. Et s'il y a de la coopération, eh bien, se pose la question du partage des fruits de la coopération. Lorsqu'on coopère, eh bien, on produit des biens et services collectifs, des infrastructures, de la vie, du capital social. On le produit, on en bénéficie. Et on en bénéficie collectivement, mais comme c'est le fruit d'une coopération, eh bien, comment on partage les fruits d'une coopération? La norme égalitaire s'impose assez naturellement. Dès qu'on travaille ensemble, si on a en tout cas coopéré de la même manière, on a fait la même coopération, pourquoi vous devriez avoir plus que moi? Cette espèce d'idée de la raison insuffisante. Lorsqu'on coopère et qu'on partage un fruit de la coopération, la norme égalitaire s'impose. Et c'est pour ça, sans doute, que les variables pour lesquelles on est le plus égalitariste sont des variables qui ont trait à la coopération humaine. Le revenu en est un meilleur exemple. Parce que le revenu, c'est exprimé en monnaie. La monnaie, c'est le résultat de la coopération humaine. Ça vient des marchés. Les marchés, c'est de la coopération humaine. Et donc, lorsqu'on a du revenu, il y a, quelque part, c'est le résultat d'une coopération humaine. Et donc, on a envie un peu de partager également ce revenu. La norme égalitaire, elle s'impose pour ça. Alors qu'au contraire, la santé, par exemple, elle est très souvent, malheureusement, héritée de problèmes génétiques. Donc, il y en a qui sont très malades, qui naissent malades, il y en a qui naissent en très bonne santé, insolente, il y en a qui auront une espérance de vie énorme, d'autres vont mourir très jeunes. Cette inégalité, elle ne résulte pas de la coopération humaine. Elle résulte de la loterie des naissances, de la loterie génétique, et c'est pour ça qu'on est souvent moins égalitaire vis-à-vis de la santé qu'on va l'être vis-à-vis du revenu ou vis-à-vis des variables qui résultent de la coopération humaine. Par ailleurs, et donc comme je le dis ici, il y a des théories éthiques qui nous disent que, quelque part, le but de la justice sociale, c'est de maximiser la somme des bonheurs, de faire en sorte que les gens soient le plus heureux possible et que la somme des bonheurs soit la plus grande possible. C'était l'objectif de Jeremy Bentham, un théoricien utilitariste du 19e siècle. Eh bien, si le bonheur est une fonction du revenu, comme on dit, le revenu contribue au bonheur, le revenu n'est pas le bonheur, mais il y contribue, et si la contribution du revenu au bonheur est, comme on dit en mathématiques, le résultat d'une fonction concave, c'est-à-dire que le gain de bonheur que procure un euro supplémentaire décroît avec le revenu. Si vous donnez 1 euro de plus à Elon Musk, ça ne va pas beaucoup changer son bonheur, qui est déjà pas mal. Si vous donnez 1 euro, essayez à un clochard ou une clocharde à Vannes ou à Marseille, vous allez voir qu'il va être content. Donc son gain de bonheur va être beaucoup plus important que le gain de bonheur d'1 euro donné à un riche. Donc si on prend ce point de vue-là et on veut maximiser la somme des bonheurs, eh bien c'est intéressant d'égaliser les revenus, de prendre l'euro à Elon Musk, qui va à peine le noter, et de le donner
à ce pauvre ou à cette pauvre clocharde de Marseille ou de Vannes ou d'ailleurs, qui, elle, va augmenter son bonheur. La somme des bonheurs va augmenter. Donc c'est une raison très forte qu'ont les économistes de défendre, en tout cas, l'égalitarisme de revenus. Alors bien sûr, il y a les inégalités qui sont moins problématiques, les inégalités de beauté, de force, de talent qui viennent des naissances. Peu de gens auraient envie d'égaliser ça, finalement. Peu de gens auraient envie d'enlaidir des personnes très très belles pour faire une chirurgie esthétique à des gens qui sont très... On n'aurait pas envie de faire ça. Parce que la beauté, c'est plus des résultats de loterie, c'est pas le résultat de la coopération. Et donc, on ne pense pas que ça soit... Parce que, justement, cette théorie suivant laquelle le bonheur, la contribution de la tribu au bonheur décroît avec le niveau de la tribu n'est pas vraie pour quelque chose comme la beauté. Si vous enlevez un petit peu de beauté à quelqu'un de très très beau, c'est pas clair que sa diminution de bonheur va compenser le gain de bonheur que vous allez faire en donnant la chirurgie esthétique à une personne. Donc c'est pour ça que toutes les variables ne se valent pas. Alors, donc là, j'ai passé un petit peu de temps, peut-être trop d'ailleurs, sur ces notions d'égalité conceptuelle. Pourquoi les égalités? Maintenant, on aimerait être un peu plus précis. Et une fois qu'on admet qu'il y a des variables sur lesquelles on va vouloir être égalitaire, d'autres variables vers lesquelles on ne voudra peut-être pas l'être, la question se pose de que veut dire être égalitaire et que veut dire égaliser. Et l'égalité, c'est un idéal en fait qui n'est pas binaire. L'égalité mathématique, c'est binaire. 2 est égal à 2, 2 n'est pas égal à 3. Voilà, c'est égal, c'est pas égal. Mais les égalisations qu'on va s'intéresser ici ne pourront pas être binaires. C'est ce que je dis ici. Donc c'est vrai que si on identifie les caractéristiques qu'on va vouloir égaliser, c'est qu'on ne pourra pas vouloir égaliser parfaitement ces caractéristiques. Même si je prends le revenu, on n'aura jamais une société où tout le monde aura le même revenu exactement. Donc on n'aura jamais d'égalité parfaite de quoi que ce soit. Ça sera absolument impossible. Donc ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est de savoir quand est-ce que les revenus, par exemple, ou d'autres variables, sont plus ou moins également distribués. Est-ce que les inégalités augmentent ou diminuent? Ça, c'est une notion qui est assez complexe. Ce n'est pas l'idée qu'il y a de l'égalité, il n'y a pas d'égalité. Ce n'est pas binaire comme ça. C'est est-ce qu'il y a plus ou moins d'égalité? Et que veut dire plus ou moins d'égalité? Donc, c'est une notion qu'on va essayer de présenter très, très, très prochainement. Et c'est une notion qu'il faut absolument présenter, d'autant plus que l'égalité est un idéal parmi d'autres. L'égalité ne pourra jamais être la seule préoccupation de l'espèce humaine. Et je vais donner un exemple précis, parce que si on égalise un ou plusieurs attributs, eh bien, on peut d'abord le faire par le bas ou par le haut. Par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux détruire tous les revenus, je peux vous confisquer tous les revenus et les mettre à la poubelle, et ça va égaliser. Ça va égaliser vers le bas. Tout le monde sera à zéro. Ça égalise. Bien sûr, je pourrais aussi égaliser par le haut. Et le fait d'égaliser par le bas ou par le haut, ce n'est pas nécessairement la même chose. Et effectivement, lorsque les attributs qu'on veut égaliser, par exemple le revenu, ou la consommation, ou le logement, tout attribut qu'on peut égaliser, si on pense que l'attribut contribue à l'épanouissement humain, le revenu dans les économies de marché, ça contribue à l'épanouissement humain. Si on n'a pas de revenus, on est en souffrance. Si on a un peu de revenus, ça va mieux, etc. Donc, ce sont ça contribue à l'épanouissement humain. Et donc, j'ai envie aussi que cet épanouissement soit maximal, soit le plus grand possible. Donc, tout de suite va se poser un conflit entre avoir beaucoup d'attributs et l'égaliser. Et ce conflit n'est pas si simple que ça. Juste pour donner un petit exemple très théorique, imaginez que j'ai 2 politiques économiques. Il y en a une qui va augmenter le revenu de tous, mais va augmenter beaucoup plus le revenu des très riches. Et j'ai une autre politique économique qui va réduire le revenu de tout le monde. Tout le monde va perdre son revenu, mais les riches vont plus perdre que les autres. Laquelle on privilégie? Ben là, on a un conflit. On a un conflit. Je ne sais pas quel est votre sentiment, mais ce n'est pas facile comme question. Parce que dans un cas, tout le monde gagne, donc on est content quand même. Les riches gagnent beaucoup plus. Donc si on s'intéresse aux écarts de revenus, on se dit les riches gagnent trop, mais quand même tout le monde gagne. Dans l'autre cas, tout le monde perd. Mais les riches perdent plus, et là on peut être content un peu, mais là il y a un conflit. Et donc il faut trouver le moyen un peu de résoudre ce conflit. C'est pas une manière, c'est pas toujours très simple à faire, et donc on va essayer de voir comment, nous, dans ces méthodes que je vais vous présenter,
on traite ces questions-là. Et donc, quelle politique choisir dans ce cas-là? Ce n'est pas entièrement clair. Beaucoup d'économistes vont privilégier ici la première. Ils vont dire que c'est préférable d'augmenter le revenu de tous, quitte à ce que les riches gagnent plus, que de réduire le revenu de tous, en se compensant partiellement par le fait que les riches vont plus perdre encore. Mais c'est quelque part, on préfère quand même augmenter le revenu. Alors bien sûr, si je parle ici à des environnementalistes, vous allez me dire, le revenu, il n'y a pas que ça, le revenu, hein, il y a aussi la pollution, il y a aussi les... Et effectivement, donc, il y a d'autres variables. Mais là, ici, j'intéresse à cette dimension. Donc la question est d'autant plus ici importante qu'en plus, il y a un conflit. Il peut y avoir un conflit entre les deux objectifs et que ces deux objectifs, parfois, se nourrissent l'un de l'autre. Parfois, la taille du gâteau est influencée. Donc la somme des revenus, si on veut, la taille du gâteau en revenus, est influencée par les inégalités. Il y a beaucoup de théories qui disent que les inégalités, dans un certain sens, peuvent augmenter la taille du gâteau. Pourquoi ? Parce que les inégalités, parfois, ça dépend de quel type d'inégalité, mais certaines inégalités viennent du fait que lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on étudie beaucoup, lorsqu'on entreprend, on est davantage rémunéré. Et donc, c'est ce qui crée les inégalités. C'est la rémunération des efforts éducatifs, des efforts entrepreneuriaux. Alors, si c'est le cas, eh bien, plus d'inégalités, ça va encourager les efforts individuels entrepreneuriaux. En disant, mais moi, si je fais des efforts, je vais gagner beaucoup. Travailler plus pour gagner plus. Et donc, ils vont travailler plus et ils vont gagner plus et la collectivité aura un plus grand revenu. Donc, il y a des théories qui semblent d'ailleurs lui donner un peu de foi à ça et de croissance économique qui disent que les inégalités peuvent stimuler la croissance. Donc, c'est un prix à payer pour avoir un peu de croissance. Et dans l'autre sens, il peut aussi avoir un gâteau plus élevé qui peut réduire les inégalités. Parfois, quand on a beaucoup de revenus, eh bien, à ce moment-là, les inégalités vont naturellement diminuer. Parce que c'est ce mécanisme que j'expliquais tout à l'heure, par lequel les gens sont incités à faire de l'effort quand ils ont des gros gains pour faire de l'effort, eh bien, ils font les efforts, ils obtiennent ces gros gains, et après ça, les inégalités se réduisent. Donc, il y a des dynamiques qui relient la taille du gâteau aux inégalités, qui rendent la question un peu difficile à comprendre. Alors, juste maintenant, pour qu'on regarde un peu comment se présentent ces inégalités de revenus, on va parler d'autres inégalités après, mais juste pour vous donner des éléments plus concrets, on va regarder par exemple comment se répartissent un gâteau en revenus, comment se présentent des distributions de revenus. Donc on va regarder ici 3 pays pour vous montrer comment cette problématique peut se poser. 3 pays européens ou occidentaux. Comment la problématique se pose entre la taille du gâteau et la répartition du gâteau. Ici, je m'intéresse à un gâteau en revenus disponibles. Donc ici, ça va être la répartition du revenu disponible. Le revenu disponible, qu'est-ce que c'est le revenu disponible ? C'est le revenu qu'on possède après avoir payé ses impôts et après avoir reçu d'éventuels transferts auxquels on a droit lorsque notre revenu avant impôt est inférieur à un seuil, on reçoit des transferts. Donc c'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Ce n'est pas le revenu national, ce n'est pas le revenu avant impôt, c'est le revenu, si vous voulez, après impôt. Et ici, on va le donner juste en déciles. Donc j'ai partagé ma population de ces 3 pays en 10 paquets égaux. 10 paquets égaux en termes de revenus disponibles. Le premier paquet de 10%, c'est les 10% les plus pauvres en revenus disponibles. Le deuxième paquet, c'est les deuxièmes plus pauvres en revenus disponibles. Le 10e paquet, c'est les 10e plus pauvres, donc c'est les plus riches, en revenus disponibles, en paquet. Donc je donne le revenu par paquet, juste pour vous montrer comment ces gâteaux, et je vais d'ailleurs vous donner des graphiques de gâteaux, se présentent. Donc là, on va regarder le gâteau ici français. Donc c'est en 2021, mais ce gâteau est mesuré en euros ou en dollars. Je pense que c'est en dollars. Oui, en dollars 2017. En dollars 2017. Et j'utilise pour comparer les 3 pays ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Ce que ça veut simplement dire, c'est que le taux de change, je vais comparer donc 2 pays européens qui utilisent l'euro comme devise, donc ça ne joue pas, et les États-Unis qui utilisent le dollar. Sauf que donc, ici, tous ces revenus ont été convertis en dollars, mais pas au taux de change courant, mais dans un taux de change théorique qui ferait en sorte qu'un panier de biens représentatifs aurait le même prix dans les 2 pays.
Donc on prend un panier de biens qui est le panier de biens américain souvent, et on fait en sorte qu'on prend le taux de change qui n'est pas le taux de change qu'on observe nous quand on voyage, mais on prend un taux de change théorique qui ferait en sorte que ce panier a le même coût partout. Comme ça, on neutralise pour la différence de niveau de vie. C'est un petit peu ad hoc comme neutralisation, mais c'est mieux que pas la faire. Donc ici, j'ai donc la taille du gâteau français. On voit que ce gâteau, il est inégalement réparti. C'est un gâteau qui n'est pas bien réparti. Si vous le montrez à un enfant, il n'est pas bien réparti. Les plus pauvres Français ont 6 161 $ de revenus disponibles, alors que les 10% les plus riches en ont 52 000. C'est l'individu moyen de chacune de ces catégories. Donc vous avez une certaine inégalité. On va regarder le gâteau italien, qui est plus petit. Le gâteau français avait une moyenne de 21 000 $ de revenus disponibles. Et je rappelle que le revenu disponible, c'est moins que le revenu total, puisque il y a une partie qui est prise par le gouvernement et qui est dépensée en biens publics. Ce n'est pas du revenu, mais c'est retiré. L'Italie, ils ont un revenu plus faible. En tout cas, ils avaient en 2021 un revenu plus faible, ils l'ont toujours d'ailleurs, de 18 000. Et donc, ce revenu se répartit comme ça. On voit que chaque individu de chaque type a moins en Italie qu'il a en France, comme vous pouvez le constater. Donc, les 10% les plus pauvres en Italie, ils ont moins qu'ils ont en France. Les 20%, le deuxième groupe, ils ont moins en Italie qu'en France, etc. Et vous avez finalement le gâteau américain, qui est, lui, plus conséquent, puisque le revenu américain de 2021 était de 29 000 $ en revenu disponible, donc il est quand même significativement plus grand. Et on peut voir ici que sa répartition nous paraît aussi très inégale, et sans doute beaucoup plus inégale. Quand vous regardez la part que prennent les 10% les plus riches, c'est un énorme morceau de gâteau, un gâteau plus grand, mais le morceau est plus énorme. Donc on voit ici qu'on a un gros gâteau qui, on va le voir bientôt, dans un sens, est plus inégalement réparti aux États-Unis qu'il ne l'est en France ou en Italie. Mais ce qui est compliqué là-dedans, c'est que j'ai quand même des gâteaux de taille différente. J'ai des gâteaux de taille différente. Regardez le plus pauvre américain, enfin l'individu qui est dans le premier décile américain, il a 5 276 $. Donc il a moins que son homologue français. Il a moins que son homologue français. Et donc, c'est assez compliqué de savoir. Par contre, effectivement, si vous prenez celui qui est dans le 10% le plus élevé aux États-Unis, ben là, lui, il est bien gavé par rapport à son homologue français qui n'a que 52 000, lui, il en a 90 000. Donc, c'est assez complexe, finalement, à comparer. Mais on va regarder comment, en tout cas, les économistes et les statisticiens regardent et comprennent cette différence. Voilà, juste pour illustrer un peu comment la chose se passe. Et donc, la source de ces données, d'ailleurs, toutes les données que je vais utiliser sur le revenu viennent du World Inequality Lab, qui est un laboratoire qui est à Paris, qui a été créé par Thomas Piketty, que vous connaissez peut-être, qui est une des sources maintenant les plus répandues de données sur les revenus. Ils ont vraiment colligé des données sur tous les pays depuis les années 70. Et ils ont fait un travail remarquable de mise en forme de ces données. Et donc, ces données sont gratuites, sont téléchargeables. Vous pouvez aller sur le World Inequality Lab et vous trouverez des données sur tous les pays du monde, sur des inégalités diverses et variées. Parfois par centile. Donc, ils le font là, ici, je les donne par décile. Mais ils ont des données jusque par centile de revenus. On peut aussi aller plus finement. Alors, donc voilà, la difficulté que je parlais, des gâteaux de taille différente et répartis différemment. Donc, comme on le voit et comme je le rappelle ici, l'individu de chaque décile aux États-Unis a un revenu plus élevé que son homologue italien. Et en fait, que son homologue français, si on accepte le premier décile. C'est seulement le premier décile où le français a plus que son homologue américain. Dans tous les autres déciles, l'américain a plus que le français, et l'américain a plus que le français, a plus que l'italien dans tous les déciles. L'individu représentatif de chaque décile a un plus grand revenu en France qu'en Italie. Donc on voit que, de ce point de vue-là, la France est plus riche que l'Italie, et donc chaque décile préserve cette dominance. Donc, ce qu'on fait souvent pour comparer de tels gâteaux, on ne regarde pas les déciles, mais on regarde, et je vais essayer de vous dire pourquoi, les déciles cumulés. Donc là j'ai donné les déciles, c'est le revenu de l'individu qui est le 10% le plus pauvre. Après ça, on a le revenu de l'individu qui est dans le deuxième 10% le plus pauvre. Mais ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va regarder les déciles cumulés. Je vais prendre les 10% les plus pauvres, les 20% les plus pauvres. Je vais prendre le revenu cumulé. Les 30% les plus pauvres, je vais prendre le revenu cumulé. Les 40% les plus pauvres. Et les 100% les plus pauvres, ça veut dire tout le monde.
Quand je prends les 100% les plus pauvres, je prends la somme de tous les revenus. Okay, donc, c'est les déciles cumulés. Et donc, on regarde donc les 10% les plus pauvres, premier décile, les 20% les plus pauvres. Donc, c'est la somme des deux premiers déciles, les 30% les plus pauvres, etc. Et donc, cette courbe qui associe à chaque K% les revenus cumulés de ces personnes qui sont dans les K% les plus pauvres, on l'appelle la courbe de Lorenz, du nom de statisticien Lorenz qui l'avait découvert au début du 19e siècle. Et je vais vous dire pourquoi c'est une courbe importante à utiliser pour regarder ces questions de taille de gâteau et de répartition du gâteau. On regarde la somme des revenus des cas plus pauvres, quel que soit cas. Quel que soit cas. Et cette courbe-là nous donne la courbe de Lorenz. Et puisque l'individu, donc forcément entre la France et l'Italie, puisque l'individu de chaque décile a un plus grand revenu en France qu'en Italie, ben, la somme des K% les plus pauvres aura un plus grand revenu en France qu'en Italie. Il n'y aura pas de suspense. Pareil pour les États-Unis. Entre la France et les États-Unis, là, ce n'est pas entièrement clair. Donc, on va regarder ces courbes de Lorenz, qu'on trace très facilement lorsqu'on fait un petit graphique comme ça. Je vais le faire ici. Donc, je mets ici les 10, parce que ma population est en déciles. Donc, j'ai les 10% les plus pauvres, les 20%. Et ici, lorsque j'ai mes 10 déciles, j'ai les 100% les plus pauvres. Et en ordonnée, j'ai mes revenus cumulés en dollars de 2021. Et donc, j'ai ici la courbe française, j'ai la courbe italienne. Alors, quand on la regarde, on voit que quels que soient les K%, quel que soit où vous vous trouvez, eh bien, la somme des revenus cumulés en France est plus élevée qu'en Italie. Ce n'est pas un suspense, puisqu'on avait vu que c'était le cas décile par décile. Et voici la courbe américaine. Alors, pour la courbe américaine, là, il y a un petit suspense, parce que la courbe américaine est partout en bas de la française, jusqu'au deuxième décile. Mais à partir du troisième décile, la courbe américaine devient supérieure à la courbe française. Elle est partout supérieure à la courbe italienne. Donc on dira alors ici qu'il y a une dominance de la France sur l'Italie et des États-Unis sur l'Italie, mais il n'y a pas de comparabilité entre la France et les États-Unis. Parce que si vous prenez les 20% les plus pauvres, ils ont plus d'argent en France, au total, qu'aux États-Unis. Les 10% les plus pauvres, ils ont aussi plus d'argent. Si vous prenez les 30% les plus pauvres, là, c'est fini. Là, les États-Unis se mettent à dominer. Et quand vous prenez les 40%, les 50%, les 60%, ils dominent. Donc, c'est ici qu'est le point de croisement. Donc, ce sont ces courbes de Lorenz qui sont les outils à privilégier. Donc, là, ici, je parle de courbe de Lorenz généralisée puisque je tiens compte de la taille du gâteau. Donc, ici, les États-Unis, quand même, quelque part, ils ont un avantage. Ils ont un gâteau beaucoup plus grand. Donc, forcément, quand je cumule sur la totalité des Américains, j'ai un revenu plus élevé que les autres. Donc, les Américains ne seront jamais dominés, puisqu'ils auront un plus gros gâteau. Mais parfois, ils ne domineront pas, parce qu'ils sont trop inégalitaires. Donc, c'est la courbe de Lorenz généralisée. Parfois, dans les manuels de statistiques, on montre une autre courbe de Lorenz, qui est ce qu'on appelle la courbe de Lorenz relative. Donc, la courbe de Lorenz généralisée, elle s'intéresse à la somme des revenus détenus par les K% les plus pauvres. La somme des revenus, totale. Mais parfois, ce qu'on s'intéresse, c'est, on peut vouloir s'intéresser à comment un gâteau d'une certaine taille est réparti. Donc, au lieu de s'intéresser à la somme des revenus, on va s'intéresser à la somme des parts du revenu. La somme des parts du revenu. Donc ici, on va neutraliser la taille du gâteau. Et on va se dire, par exemple, les 10% les plus pauvres, quelle part du revenu national détiennent-ils? Les 20% les plus pauvres, quelle part du revenu national détiennent-ils? Évidemment, ce revenu national peut être plus ou moins grand. Mais quand je raisonne en termes de part, ça veut dire que je m'intéresse seulement à la manière avec laquelle une unité de gâteau est répartie. Et après ça, je laisse ensuite la taille du gâteau le soin de fluctuer. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens s'intéressent à cette question de part du gâteau. Donc, on prend la somme des fractions du revenu total détenu par les K% les plus pauvres. Et donc, lorsqu'on parle des K% les plus pauvres, et lorsqu'on parle des parts, on parle de la courbe de Lorenz relative, parce qu'on ne parle pas de la somme des revenus, on parle de la somme des parts ou de la somme des fractions. Cette analyse, en termes de fractions, elle néglige, par contre, la taille du gâteau. C'est le problème. Parfois, moi, je peux avoir une part plus grande que vous, mais d'un gâteau plus petit. Et donc, je vais avoir une part plus grosse que la vôtre, mais sauf que, comme ma part, elle s'applique à un gâteau plus petit, en fait, j'ai moins de gâteau que vous.
Donc c'est pour ça que la question des parts et la question de la taille du gâteau, c'est quand même une question qui demeure. Mais il y a beaucoup d'analyses des inégalités, et souvent quand on lit la littérature, quand on regarde les journaux, souvent les gens s'intéressent à ce type d'inégalité, la répartition des parts du revenu. Et donc négligent le fait que le revenu est de taille différente. Et donc c'est pour ça que c'est un peu... Et donc c'est pour ça que ceux qui dénoncent souvent le caractère inégalitaire des États-Unis, ils se réfèrent à cette analyse en termes de part du gâteau. Ils vont dire qu'aux États-Unis, les K% les plus pauvres, ils ont une part plus petite du gâteau national américain que les K% les plus pauvres en France. Ce qui est vrai, on va le voir tout de suite. Okay. Même si les K% les plus pauvres en France ont souvent un gâteau plus petit que les K% les plus pauvres aux États-Unis, en termes de part, ce n'est pas le cas. Donc je vais vous montrer ici tout de suite les courbes de Lorenz relatives. Donc comme elles sont relatives, elles sont à part du gâteau. Les 10% les plus pauvres, c'est-à-dire tout le monde, ils détiennent 1%, ils détiennent tout le gâteau, donc une part de 1. Donc toutes ces courbes vont se terminer à 1. C'est la courbe française, la courbe italienne et la courbe américaine. Et là, on voit une très belle dominance. La France est plus égalitariste que les États-Unis et elle est aussi plus égalitariste que l'Italie. Puisque quels que soient les K% que je prends, eh bien la part du gâteau national que détiennent ces K% au total est plus grande en France qu'elle ne l'est en Italie, et plus grande en Italie qu'elle ne l'est aux États-Unis. Donc on a une vision différente ici lorsque je suis en Lorenz relatif par rapport au Lorenz généralisé. Alors, pourquoi diable on s'intéresse aux courbes de Lorenz? Pourquoi on compare les distributions de revenus par leurs courbes de Lorenz, relatives ou absolues? Eh bien, parce qu'il y a des beaux théorèmes en mathématiques qui nous apprennent en fait que les courbes de Lorenz, ça correspond à la notion la plus élémentaire d'égalité. Si je prends deux distributions qui ont le même revenu total, elles ont le même revenu total, et il y en a une dont la courbe de Lorenz est partout supérieure à celle de l'autre, eh bien, on peut montrer mathématiquement, et ce n'est pas une preuve qui est facile à faire, c'est un résultat mathématique important, mais on peut montrer qu'on peut passer de la distribution dominée à la distribution dominante par une suite finie de transferts qu'on appelle de Pigou-Dalton. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi qui fais ça? Ah bon, d'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est que des transferts de Pigou-Dalton? C'est quand une personne riche donne 10 € à une personne pauvre. Donc la personne riche voit son revenu réduit de 10 € et la personne pauvre voit son revenu augmenté de 10 €. Et après le transfert, eh bien, après le transfert, le riche reste plus riche que le pauvre. Donc, ce n'est pas un transfert qui fait la totalité de la différence de revenus entre le donateur et la... Eh bien, on dit qu'un tel transfert, ça réduit les inégalités. On appelle ça un transfert de Robin des Bois. Vous connaissez Robin des Bois? C'est lui, Robin des Bois. Voilà, Robin des Bois, c'était le prince, c'est un film avec Kevin Costner. C'est on appelait le prince des voleurs. C'était quelqu'un qui vivait dans la forêt de Sherwood au Moyen-Âge et qui, apparemment, d'après la légende, volait aux riches pour donner aux pauvres. Quand on prend de l'argent à des riches et on le donne à des pauvres, quand il n'y a pas de perte d'argent, c'est-à-dire que ce qui est pris aux riches est donné à un pauvre, ça égalise. Ça, c'est vraiment une réduction des inégalités. Eh bien, cette réduction des inégalités, elle coïncide avec la dominance de Lorenz. C'est la même chose. Dire qu'une distribution a été obtenue de l'autre par une suite finie de transferts de Robin des Bois, ou dire que la distribution domine au sens de Lorenz, c'est dire la même chose mathématiquement. L'équivalence de cela, je ne vais pas la démontrer ici, elle n'est pas triviale, c'est un beau résultat mathématique, mais elle est vraie. Et donc, on s'intéresse à Lorenz à cause de ça. Parce qu'on pense que Robin des Bois, c'était le véritable égalisateur. Quand on fait des transferts de Robin des Bois, on égalise. On prend 10 € à Elon Musk et on le donne à un pauvre. Et il n'y a pas de destruction d'argent dans le transfert, ce qui est pris est donné. Donc ça, c'est la première justification de Lorenz, c'est Robin des Bois. Mais ça, Robin des Bois, ça marche lorsque j'ai deux distributions de même taille, c'est-à-dire avec la même masse d'argent ou la masse de choses à distribuer. Mais imaginons que j'ai deux distributions maintenant qui n'ont pas la même moyenne. Mais où il y a, donc ça veut dire qu'il y a par exemple les États-Unis ont plus de revenus que la France. Et les États-Unis, on a vu dominer l'Italie par Lorenz généralisé. Donc la somme des revenus cumulés, pas la somme des parts, la somme des revenus cumulés. Eh bien, un argument pour justifier ce critère, c'est de dire que s'il y a une distribution qui domine une autre par le critère de Lorenz généralisé, c'est-à-dire la somme des K%,
la somme des revenus détenus par les 4% les plus pauvres est plus élevée dans une distribution que dans l'autre, eh bien, vous pouvez montrer mathématiquement aussi que vous pouvez passer de la dominée à la dominante par une suite finie de transferts de Robin des Bois et de manne. Donc, vous connaissez la manne? Vous savez ce que c'est que la manne? Voici de la manne, si j'en ai. Voilà, de la manne. Hein. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'était les Hébreux qui fuyaient l'Égypte. C'était il y a très longtemps avant les Hébreux actuels, qui font un peu autre chose. Eh bien, à ce moment-là, donc, ils étaient dans le désert et Dieu leur a fait tomber de la nourriture céleste. Donc, la nourriture céleste tombait. Et effectivement, de la nourriture céleste, ça existe en économie. Ce n'est pas céleste, mais c'est la croissance économique. Parfois, les gens ont des gains de revenus. Et parfois, tout le monde a des gains de revenus. Et donc, on appelle ça de la manne. Et donc, quand on a des gains de revenus, c'est quand même aussi sympathique. Donc, si le revenu de tout le monde augmente, et si après ça, on fait des transferts de Robin des Bois, eh bien, on améliore les choses. Eh bien, le critère de Lorentz généralisé correspond à ces deux notions. Combinaison de manne et de Robin des Bois. Donc, voilà pour ces concepts de Lorentz généralisé et la justification de Lorentz. Alors, donc là maintenant, je voulais juste qu'on regarde très rapidement, et puis on est à combien de temps là? Moi, je n'ai pas fait attention au timing. Donc, il nous reste... Allez, on va faire ça en 10 minutes. On va donner quelques éléments de comparaison. On a parlé de revenus. On va regarder un peu une autre variable qui est importante, une variable monétaire qui est importante, qui est très différente du revenu, qui est celle du patrimoine. Donc, je suppose que vous connaissez la différence entre le revenu et le patrimoine. Donc, le revenu, qu'est-ce que c'est? C'est un flux, c'est la somme, sur les sommes d'argent que vous gagnez par intervalle de temps. Ça, c'est le revenu. Le patrimoine, c'est la valeur, à un moment donné, de tout ce que vous possédez. C'est la valeur de vos possessions. Compte de banque, maison, voiture, etc. Tout ce que vous possédez. Bon, vos oranges, je trouve que les oranges, elles auront disparu demain. Donc, on parle des biens durables. La valeur de tous vos biens durables, autant c'est le patrimoine que vous avez. Alors que le revenu, c'est le flux d'argent que vous recevez par intervalle de temps, par semaine, par mois, par année. C'est un flux. Le revenu, c'est un flux. Et le patrimoine, c'est un stock. Et le patrimoine se construit en s'accumulant. En général, le patrimoine, c'est le résultat des épargnes passées. Quand vous épargnez, vous construisez un patrimoine. Vous allez acheter une maison, vous allez construire un compte de banque, etc. Donc, les inégalités de revenus et de patrimoine sont très différentes, parce que le patrimoine, il est beaucoup plus concentré que le revenu. Et je vais vous donner des courbes de Lorentz du patrimoine pour les trois mêmes pays, pour bien comprendre que la distribution du patrimoine est dans un sens beaucoup plus inégalitaire, beaucoup plus concentrée. Donc en France, par exemple, il y a une grosse partie des Français qui ont très peu de patrimoine. Et quand vous commencez à atteindre les gens qui en ont un peu, là, ils en ont beaucoup. On va regarder un peu cette grandeur. Alors forcément, le patrimoine, il est beaucoup plus inégalement mesuré que le revenu, je le disais, mais il est aussi plus difficile à mesurer. On n'a pas de bonnes données sur le patrimoine. On commence à en avoir. Donc Piketty fait un bon travail, mais c'est pas aussi facile d'avoir des données sur le patrimoine. Parce qu'il faut aller regarder précisément ce que possèdent les gens. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, une grosse partie du patrimoine des gens, il est foncier. Mais il faut aussi avoir de l'information sur les comptes de banque. Donc, on n'a pas une information aussi fine. Mais maintenant, on fait des enquêtes assez détaillées par le fisc. On arrive à avoir des bases de données assez intéressantes sur le patrimoine. Et donc, je vais vous donner donc, ces courbes de Lorentz relatives et généralisées pour le patrimoine. Donc, on va regarder ça en 2024. Alors, en France, le patrimoine de 2024 était de 297 902 $. C'est en dollars, encore une fois, oui, c'est en dollars de US 2024, parité de pouvoir d'achat. La France, 1997, l'Italie, c'est 995 000... il y a une erreur, là, ici. Il y a une erreur manifeste. C'est l'inverse. Ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. Non, c'est une erreur. Ce chiffre est erroné. Je suis désolé. Ce chiffre est erroné. Alors, je ne veux pas le... Mais en tout cas, les courbes ne le sont pas. Alors, je vais vous donner... Donc ça, c'est la courbe française, la courbe américaine et la courbe italienne. Okay. Donc, on voit que la courbe américaine est beaucoup plus élevée. Donc, ça correspond à 390 000. La courbe italienne, elle va un peu plus haut que la courbe française. Et donc là, vous avez effectivement le patrimoine. Donc, c'est la somme des patrimoines cumulés des 100%
les plus pauvres. Donc, par exemple, ici, vous avez le 1% le plus pauvre. Combien il a de patrimoine? Vous avez vu qu'aux États-Unis et qu'en Italie, ils ont un patrimoine négatif. Comment est-ce possible? Ben oui, vous êtes endettés. Il y a beaucoup de gens qui sont endettés. Ils achètent leur maison et puis ils ont beaucoup de dettes et la dette est plus grande que leur maison. Donc il y a des gens qui ont des patrimoines négatifs. Et pendant très très longtemps, donc les 25% les plus pauvres, ils n'ont pratiquement pas de patrimoine. Hein. Quand vous prenez les 50% les plus pauvres, ici c'est en centiles, ils n'ont presque pas de patrimoine. Les plus pauvres en patrimoine. Quand vous prenez les 75% les plus pauvres, là ils commencent à en avoir. Et quand vous allez chercher les derniers, là vous avez vu comme ça part en flèche. Le patrimoine est très concentré. Très 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 concentré. Une grande majorité des citoyens ont très peu de patrimoine. Et après ça, quand vous commencez à en avoir, là, ça part en flèche. Donc c'est beaucoup plus concentré que pour le revenu. Donc, le patrimoine, les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus patentes, beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. Et elles sont beaucoup plus difficiles à changer parce que le patrimoine est un stock. Le patrimoine, on ne peut pas le modifier comme ça du jour au lendemain. Je ne peux pas aller prendre du patrimoine, c'est assez difficile de voler du patrimoine à des gens, ou de détruire leur maison, ou de leur forcer à la vendre. C'est pas facile à redistribuer le patrimoine. Et donc, en tout cas, il est très inégal. Et quand on regarde maintenant les courbes de Lorenz relatives, ça veut dire que je neutralise pour le fait que les pays n'ont pas le même stock de patrimoine. Donc, ils vont tous avoir... donc, ce sont les pourcentages cumulés du stock total. Donc, ce sont les parts du patrimoine total détenu. Vous avez ici les 3 pays. Donc, vous avez les États-Unis, où c'est beaucoup plus inégal, bien sûr. Hein. Parce que la somme, par exemple, les 57% les plus pauvres américains en patrimoine ont une part du patrimoine total bien plus faible que leurs homologues français et italiens. Bien plus faible, tout le temps, tout le temps. Même s'ils ont un patrimoine plus élevé, leur part du patrimoine total est plus faible. Entre la France et l'Italie, vous avez vu que c'est plus clair. Avant, la France dominait l'Italie pour le revenu. Pour le patrimoine, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça dépend vraiment dans quelle portion de la distribution vous vous trouvez. Chez les plus pauvres, les Français ont plus de patrimoine que les Italiens, qui sont souvent endettés. La France n'est jamais endettée. Enfin, les plus pauvres Français, tels qu'on les mesure, en tout cas, n'ont pas de dette visible, en tout cas de dette nette de ce qu'ils possèdent. Les Italiens en ont un petit peu. Mais par contre, lorsqu'on arrive aux 75% environ des plus pauvres, après ça, les Italiens ont une plus grande fraction du patrimoine total que les Français. Alors, je vais... donc, les inégalités des chances. Il me reste 5 minutes, c'est ça? 2? Oui, donc je vais vous parler très rapidement, parce qu'on a affaire à la planète. Je vais vous montrer d'autres types d'inégalités, puis on va s'arrêter là. On va parler un tout petit peu des inégalités des émissions carbone, pour voir autre chose par rapport auquel on peut être inégal. Donc les émissions carbone, vous savez, sont un problème important pour l'humanité. La réduction des émissions carbone d'origine humaine, ça constitue un défi majeur, constitue au singulier d'ailleurs, j'aurais dû dire, un défi majeur pour l'espèce humaine. Et l'accumulation de carbone dans l'atmosphère, c'est pas quelque chose par ailleurs de sympathique. Hein. Le revenu, on peut penser que toute chose égale par ailleurs, c'est sympathique. Quand on a beaucoup de revenus, ça va mieux que quand on n'a pas beaucoup. Quand on vit dans des pays comme l'Inde, on voit que les gens manquent de revenus, ça peut même être tragique. Au contraire, les émissions carbone, c'est pas quelque chose de chouette. Hein. C'est pas quelque chose qu'on aime voir produire. Donc il faudra interpréter les courbes de manière un peu différente. Quand on a beaucoup de revenus dans une société, on est content. Quand on a beaucoup de carbone, on n'est pas content. Okay? Mais on va quand même regarder les inégalités dans les émissions de carbone en fonction de la richesse des gens, du revenu des gens. Parce qu'on le sait, les riches et les pauvres ne contribuent pas de la même manière au carbone. Mais de façon un peu curieuse ou paradoxale, les inégalités d'émissions de carbone sont peut-être moins importantes que les inégalités de revenus. Ils sont peut-être aussi ils sont certainement moins importantes que les inégalités de patrimoine. Et la raison à cela, c'est que quelque part, au fur et à mesure qu'on devient riche, on consomme une fraction de plus en plus faible de notre revenu. Et donc, quelque part, on augmente nos émissions carbone, hein, c'est sûr. Mais on ne les augmente pas si rapidement que ça par rapport à notre revenu. Et donc, les inégalités d'émissions, on va le voir, sont plus faibles que les inégalités de revenus. Par contre, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir qu'au niveau de la somme des émissions, là, vous aurez des grandes différences entre pays. On va regarder quelques pays typiques pour juste se donner une idée de ça. Donc, les émissions carbone, ici, sont mesurées en équivalent tonnes de CO2 par habitant.
Et donc, voilà, elles sont inégalement réparties, mais comme je disais, elles sont moins inégalement réparties que le revenu ou la richesse. Donc, voilà ici des données qui sont tirées, donc, qu'on peut trouver sur le site de Thomas Piketty, mais qui ont été travaillées. Donc, c'est des données qui ont été travaillées. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations directes sur les émissions carbone des gens en fonction de leurs revenus. Alors, on ne trouve pas ça comme ça là, dans des enquêtes. Donc, il faut faire des estimations statistiques. Il faut regarder un peu comment il faut estimer des modèles économétriques dans lesquels l'usage du carbone, par les consommations, on calcule chaque consommation, chaque produit consommé, on peut calculer son impact carbone. On connaît les consommations des gens en fonction de leurs revenus. Et on fait des imputations comme ça, relativement complexes. C'est des données qui sont un peu cuisinées. Il y a du travail statistique derrière et c'est pour ça qu'il faut les prendre avec un pitch of salt, comme disent les Anglais. Un petit grain de sel, parce que ce n'est pas des données qui ont été de première main. Elles ont été travaillées pour faire des imputations. Et donc, les imputations, c'est le papier de Lucas Chancel qui a été publié dans Nature en 2022. Alors, voici ici quelques pays. Donc, c'est des pays, et j'ai regardé aussi leur tendance dans le temps. Donc, vous avez la France, donc en 95 et en 2019, période la plus récente. Vous avez les États-Unis 2019 et aussi 95. Vous avez le Qatar, pour des raisons évidentes, qu'on va regarder le Qatar, qui est un bon émetteur, 95 et 19. Et vous avez un pays comme l'Inde, qui est un très gros émetteur au niveau macro. Mais ici, je m'intéresse aux émissions per capita. Per capita. Et vous allez voir que l'Inde, per capita, par habitant, elle émet relativement peu. Mais comme ils ont 1,5 milliard d'habitants, ils émettent quand même pas mal globalement. Mais en per capita, ils émettent moins. Et on va regarder un peu la répartition de ces émissions entre. Donc là, ici, vous avez la France en 2019, en émissions carbone, donc en équivalent tonnes, donc en 2019, en fonction du revenu. Donc les 10% les plus... Donc c'est 100. Les plus pauvres, ils émettent très peu en France, mais quand même, les plus riches, ils vont, en émissions carbone liées à leur consommation, émettre presque 100 tonnes par an. Donc c'est la France. Ça, ce sont les États-Unis, beaucoup plus. Vous avez les courbes de Lorentz généralisées. Vous avez les émissions cumulées des 10%, 20%, 30% les plus pauvres. Vous avez le Qatar. Le Qatar en 2019. Donc le Qatar, c'est beaucoup plus grand. Et encore une fois, comme c'est pas du revenu, ça c'est des émissions, donc c'est pas bon. Donc la France est mieux de ce point de vue-là, à la fois pour l'égalité et pour l'absolu, si j'ose dire. Et là, vous avez ici, après ça, vous aurez l'Inde. Donc l'Inde, vous le voyez à peine. Donc ça, c'est l'Inde. Et ça, c'est l'Inde voilà. Et donc là, j'ai mis l'Inde donc en pointillé, c'est dans le passé, et en continu, c'est dans le présent. Pour vous montrer que les tendances sont différentes, je vais vous donner aussi le pointillé pour le Qatar. Donc le Qatar a quand même fait des efforts. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup moins d'émissions carbone au Qatar en 2019 qu'il y en avait en 1995. Il y a beaucoup moins d'émissions carbone aux États-Unis. Bon, la différence est moins grande, mais l'écart est moins grand aux États-Unis qu'en 2019 qu'en 1995. C'est pareil pour la France. Il y a eu une diminution. Quand vous prenez l'Inde, il y a eu une augmentation. L'Inde, ses émissions carbone ont augmenté. Elles restent très modestes, mais elles ont augmenté. Parce que l'Inde s'est développée, donc l'Inde émet plus de carbone. C'est pour ça qu'on sait que les émissions carbone, maintenant stables, sont à peu près stagnantes au niveau mondial. Mais elles diminuent en fait dans les pays occidentaux et dans les pays émetteurs. Elles diminuent. Au niveau global, elles ne diminuent pas encore, parce qu'il y a des pays comme l'Inde qui sont là et qui comptent beaucoup. Mais ça donne un peu des indications, et on voit quand même qu'il y a une inégalité. Mais quand vous regardez ces courbes, vous remarquez qu'elles ne sont pas très, très, très courbées. Donc il n'y a pas des énormes écarts entre un riche du Qatar, par exemple, et un pauvre du Qatar. Il y en a, il y en a, mais ce n'est pas les mêmes écarts qu'on avait en revenus, en patrimoine. Et quand on regarde les émissions relatives, les courbes de Lorentz relatives, où là, je regarde juste la répartition des émissions carbone données de chaque pays entre les gens en fonction de leur catégorie, et je vais regarder un autre pays en voie de développement, qui est la Guinée, qui est un très faible émetteur de carbone aussi. Eh bien, on a ces courbes de Lorentz relatives, où ici je neutralise par la somme, et on a donc ces courbes. Alors on voit que la Guinée et l'Inde, il m'en manque un, il y a donc aussi le Qatar, voilà. Ça c'est intéressant. On voit que le Qatar, la Guinée et l'Inde sont très inégaux en matière de leur répartition des émissions carbone au sein de ces pays. Bien sûr, le Qatar émet beaucoup plus que l'Inde ou la Guinée,
mais la répartition de ces émissions relatives entre les groupes en fonction de leurs revenus est de même inégalité, je dirais. Les courbes de Lorenz coïncident presque entre ces trois pays. Alors que quand vous regardez les États-Unis et la France est plus égalitaire. Et les États-Unis sont plus inégalitaires que la France, mais plus égalitaires que le Qatar, l'Inde ou la Guinée. Et donc, on voit un peu aussi qu'il y a une inégalité. Mais quand on voit ces courbes de Lorenz, elles ne sont pas très courbées. Elles ne sont pas très courbées. Ça montre bien que les contributions au carbone ne sont pas tant que ça dépendantes du revenu. Elles le sont, mais elles le sont peut-être moins que le revenu lui-même. D'accord. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là. On pourrait avancer, mais on a fait un exposé un petit peu rapide. J'arrive avec le micro. Bonsoir, donc merci pour l'exposé. Là, vous avez parlé de différents types d'inégalités, principalement les revenus et les patrimoines dans un premier temps. Alors un débat qui a eu cours en France, mais pas seulement, c'est justement, à défaut de réduire les inégalités par la taxation des revenus, est-ce qu'il ne ferait pas passer par la taxation des patrimoines? C'est un petit peu la chose qui a été très discutée sur la fameuse taxe Zucman. Et donc, notamment, il dit, puisqu'il y a des gens qui réussissent à échapper à l'impôt sur le revenu, puisqu'ils font en sorte de ne pas avoir de revenus, alors qu'ils peuvent avoir des patrimoines très importants, est-ce que donc on ne ferait pas taxer le patrimoine? Ce à quoi les autres, certains répondent en disant, en taxant le patrimoine, il y en a des risques, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est un débat qui est important. Alors, effectivement, ce qui est compliqué dans le patrimoine, c'est que quand on taxe le patrimoine, donc on taxe une valeur qui est très importante, qui est bien supérieure aux revenus dont dispose l'individu. Alors, la question d'une taxation sur le patrimoine, c'est que si la personne, imaginons que la personne n'ait pas les revenus nécessaires pour payer, parce qu'il y a un facteur de 10 à 1 parfois entre le patrimoine que vous donnez votre revenu. Vous pouvez avoir un patrimoine de 30 millions ou de 40 millions d'euros. Et donc, si on vous met une taxe de 3 à 4% là-dessus, ça peut faire quand même des sommes très importantes. Alors, comment vous allez les payer, ces sommes? Alors, si vous avez assez de revenus pour les payer, là, il n'y a pas de problème. On pourrait l'encourager. Maintenant, si vous n'avez pas assez de revenus, est-ce que vous devez encourager donc, les gens à vendre leur patrimoine, à vendre leur maison, à briser... C'est la question du patrimoine, c'est voilà, est-ce qu'on ne va pas détruire le patrimoine en ayant des impôts très, très, très confiscatoires. Parce que le patrimoine est effectivement plus difficile à taxer pour cette raison. Et une autre raison, c'est qu'effectivement, le patrimoine, lorsqu'il n'est pas foncier, en gros, la moitié du patrimoine n'est pas foncier, eh bien, ce patrimoine non foncier est très mobile. Est très, très mobile. Hein. Donc moi, si vous me taxez mon patrimoine non foncier en France, je vais aller le mettre en Grande-Bretagne, je vais aller le mettre en Luxembourg, je vais aller le mettre ailleurs. Et donc, à ce moment-là, on perd du patrimoine à taxer. Et donc, il y a cette question aussi qui est importante. Les élasticités, comme on appelle en économie, du patrimoine sur la fiscalité ne sont pas négligeables, même si elles sont mal estimées. Alors, l'idée, en théorie, de taxer le patrimoine est intéressante, mais effectivement, donc, il ne faut pas non plus, comme on dit, tuer la poule aux œufs d'or. Enfin, détruire. Il ne faudrait pas que la taxation détruise du patrimoine. C'est ça la contrainte. Et même Zucman avait reconnu que dans sa taxation, qui concernait un petit nombre de gens, il avait reconnu que pour certains d'entre eux, ça serait assez complexe, parce qu'il y a beaucoup de ce patrimoine qui est du patrimoine virtuel. C'est de la valeur de titres boursiers, qui sont très portés. Mais ce n'est pas entièrement clair que ces titres-là, si vous les vendez le matin, si tout le monde les vend, donc c'est un peu dommage de vendre plein de titres boursiers pour payer un impôt. Alors c'est pour ça qu'il y a des économistes, dont Philippe Aghion, prix Nobel par exemple, qui sont plus réservés. Et donc, moi, je suis un peu aussi un peu dubitatif. Je pense que c'est quand même mieux de taxer les revenus, mais on pourrait taxer les revenus de manière beaucoup plus importante. Une fiscalité très progressive des revenus. Parce que le revenu, vous l'avez, c'est un flux, et dès que vous avez du revenu, là, vous taxez. Enfin, quand vous avez assez de revenus. Il ne faut pas taxer le revenu de tout le monde, mais vous le taxez de manière progressive. Et vous pouvez le taxer de manière très progressive. François Hollande, à l'époque, avait essayé une taxation à 75%. Le taux marginal, ça avait été rebooté par le Conseil constitutionnel, mais je pense qu'on pourrait essayer de revenir vers quelque chose comme ça. Des taux d'impôt très élevés sur les revenus.
Mais sur le patrimoine, disons que c'est toujours un petit peu plus délicat à cause de ces questions. Mais... Oui, bonsoir. Très intéressante étude, bien évidemment. Je m'interroge à la suite de cette grande question des inégalités, notamment de revenus. Comment voyez-vous les choses avec l'importance de la dette sociale auquel, je dirais, notre pays va être confronté? Donc il y a un problème après de répartition. Qu'est-ce que vous avez comme idée à proposer? Je ne sais pas si j'en ai tant que ça, mais c'est une question importante, en tout cas. C'est une question importante de la dette sociale. Elle n'est pas uniquement liée aux inégalités. Elle est aussi liée à un usage qu'on a fait des finances publiques qui n'a pas été toujours très prudent. Moi, depuis que je vis en France, ça fait presque 35 ans, j'ai vu le budget de l'État français et des administrations en déficit permanent. On m'a dit que je crois que la dernière fois qu'il a été en excédent, ça date de Giscard d'Estaing. Il y a eu un petit excédent. Donc depuis 50 ans, on dépense, l'État français, les administrations publiques dépensent plus qu'elles ne perçoivent de revenus. Et donc la dette s'accumule. Le phénomène s'est accentué sous Emmanuel Macron, notamment la politique du quoi qu'il en coûte, et puis il y a eu plusieurs. Et donc là, effectivement, ça pose un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que ce qui est terrible dans la dette, c'est qu'elle devient de plus en plus importante. Et lorsque les taux d'intérêt augmentent, eh bien, la charge de la dette devient importante. Et on peut arriver à des situations, des fois, on en est proche en France, mais au Canada, moi, j'avais vécu ça quand j'étais un jeune homme, parce que c'est le pays d'où vient l'accent auquel qu'évoquait. Dans ce pays, donc, quand je l'ai quitté, en tout cas, il y avait 33% des recettes fiscales canadiennes qui payaient l'intérêt de la dette. L'intérêt de la dette. Donc le contribuable canadien, il donnait $1, 33 cents n'était pas converti en école, en police, en route, en ce que vous voulez, qu'on fait avec l'argent public, allait donner de l'intérêt aux porteurs de la dette canadienne. Et là, ça devient très difficile. En France, on n'en est pas encore là, on en est à 20%. On en est à 20%, mais c'est quand même absurde et ça va monter. Et donc là, c'est vrai que là, il n'y a pas de solution miracle à ça, à part de serrer les comptes publics, d'augmenter la fiscalité un peu, mais la France, quand même, a une fiscalité qui n'est pas négligeable en termes de pourcentage du produit intérieur brut. On est supérieur à 50%, on est un des pays les plus imposés en prélèvement obligatoire au monde. Donc on peut encore faire plus, hein. Mais c'est quand même, c'est quand même un peu... Donc ça, c'est une vraie question, une question très difficile qui est liée aux inégalités, mais pas que. Pas que. Et j'ai malheureusement pas de... Bonsoir. Alors, on entend beaucoup parler de la taxation de l'héritage, en fait, avec une limitation de l'héritage. Donc, par rapport à déjà aux inégalités, et puis, en fait, à l'état des publics, enfin, des finances publiques, est-ce que ça vous paraît une solution envisageable ou viable? Moi, à titre personnel, comme Thomas Piketty, je serais assez favorable à cela, en fait. Parce que les inégalités de patrimoine sont très largement causées par l'héritage. Enfin, il y a aussi du patrimoine qui s'accumule durant la vie, hein, des gens. Hein. Dans cette salle, il y a certains qui ont dû acheter une maison ou qui ont constitué leur patrimoine. Mais il y a une grosse partie du patrimoine qui se transmet. Et effectivement, la transmission, quelque part, là, ça serait l'occasion peut-être de faire passer l'impôt. Donc Thomas Piketty était partisan, lui, d'une fiscalité à 100% de l'héritage. Tout héritage, 100% pour l'État. Donc c'est radical. Alors, moi je serais assez proche de ça, parce que là, pour le coup, on ne détruit pas le patrimoine, on va le céder. La personne meurt, elle cède son patrimoine à ses enfants. Bon, là, voilà, l'État se sert. Là, il n'y a pas de, je veux dire, le patrimoine est cédé, il n'y a pas de question qu'on va vendre du patrimoine pour payer l'impôt. Là, le patrimoine, il est cédé. Alors, après ça, il y a des gens qui sont un peu, le petit bémol qu'on peut mettre, le Parti communiste français, par exemple, qui n'est pas d'extrême droite, c'est toujours opposé à la fiscalité du patrimoine. Et effectivement, une des raisons qu'on dit, c'est que pour les gens d'origine modeste, vous avez vu la distribution des patrimoines, les gens d'origine très modeste, ils n'en ont pas de patrimoine, hein, ils en ont très peu. Mais disons qu'ils peuvent en avoir un petit peu. Et c'est vrai que le patrimoine, le petit peu qu'ils ont, ils pourraient avoir envie de le transmettre aux enfants. Et si on mettait une taxation à 100% sur le patrimoine, ça serait une taxation qui serait peut-être un petit peu inégalitaire vis-à-vis des gens qui sont beaucoup plus fortunés et qui transmettent à leurs enfants
beaucoup de patrimoine physique, mais aussi beaucoup de patrimoine immatériel, capital humain. Et le capital humain, on n'arrivera pas à le taxer. Donc, ça serait un peu dommage qu'on taxe le capital physique. Et donc, à ce moment-là, on ferait mal peut-être à des gens de milieux modestes qui n'ont peut-être pas non plus beaucoup de capital humain à transmettre, qui ont un petit capital physique. Et eux, on les taxerait à 100%, alors que beaucoup d'autres gens qui ont pu au moins transmettre à leurs enfants du patrimoine immatériel se verraient exempts de taxation. Mais moi, je serais, à titre personnel, assez partisan d'un accroissement, en tout cas significatif. Je ne sais pas si j'irais à 100% comme Thomas Piketty, mais en tout cas significatif de l'impôt sur le patrimoine, qui est une source importante d'inégalité. Pourquoi, après tout, les parents, les enfants devraient hériter de leurs parents? Quels sont leurs mérites? Quels sont leurs droits à ça? Bon, c'est quelque chose de sensible, hein, mais je pense que, en tout cas, moi personnellement, je serais assez favorable à cela. Beaucoup plus qu'à une taxation du patrimoine existant qui pourra causer des pertes de patrimoine. Là, au décès de la personne, eh bien, le patrimoine, de toute façon, il change de main. Donc, il doit changer de main, par définition. Alors, dans quelle main doit-il aller? La question peut se poser. Oui, voilà, il faut faire attention. Oui, bonsoir. Alors déjà pour l'Assono, une petite observation. Donc peut-être que pour les intervenants, ça serait bien que vous ayez un micro. Vous voyez, comme ça se fait maintenant, pour éviter de le porter, vous êtes plus tranquille pour parler avec vos mains. Bon. Donc je savais que j'étais un travailleur pauvre, mais en fait, d'où ma question. Vous disiez que pour les plus pauvres, c'était autour de $6 000 le revenu, mais c'est pas pauvre, ça, $6 000 Par an? Ouais, par an. Par an, c'est quand même, ça fait du 500 € par mois, $500 par mois, c'est pas énorme. Je dirais, c'est pas énorme, mais c'est le revenu disponible. Donc voilà, pour ça, les gens ont accès à des allocations logement, etc. C'est faible. Ça me paraît assez faible. D'ailleurs, ça me paraît surprenamment faible. Mais le revenu disponible est toujours assez faible. Mais le dollar, il est à combien? Voilà, en gros, il est un tout petit peu moins que l'euro. D'accord. Un tout petit peu moins que l'euro. Donc, Ouais. mais là, c'est par année. Hein. Donc, le $6 000 par an, $6 300 par an, ça fait $500 par mois. D'accord. $450 par mois, c'est assez faible. Même, je crois que c'est plus faible que le véritable revenu, mais c'est du revenu disponible, encore une fois. Donc, vous avez enlevé du produit intérieur brut une partie qui va financer les biens publics. Et vous prenez le reste et vous le répartissez entre les individus. Donc, c'est plus faible que le revenu disponible que reçoivent les gens réels, quand même. En France, dans les 10% les plus pauvres, je dirais qu'en France, c'est pas 500 € par mois, c'est plutôt 800, 900, les 10% les plus pauvres. Il faudrait regarder, ce serait quelque chose comme ça. Alors, j'ai une question sur je ne sais pas si c'est une réalité, sur la transparence en Allemagne sur les revenus, sur les gains. Est-ce que c'est une réalité? Donc, est-ce que les salaires sont clairement établis dans les entreprises? Donc, tout le monde sait ce que son voisin gagne ou pas. Et donc, est-ce que ça va pouvoir venir ici en France? Je ne suis pas entièrement sûr de comprendre la question de la transparence. Vous voulez dire des revenus? Oui. Vous voulez dire qu'en Allemagne, les gens connaissent les revenus des autres? Oui, non, c'est... Alors, est-ce que c'est le cas en France aussi? Ça dépend des administrations. Moi, je veux dire, je peux facilement connaître... Moi, je suis fonctionnaire, par exemple. Donc, le revenu de mes collègues, je les connais très bien. Je peux regarder les grilles. Hein. C'est très transparent en France. Ça dépend après ça des entreprises, peut-être. C'est plus transparent, en tout cas, qu'aux États-Unis, où il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis où les salaires sont secrets. Il y a beaucoup d'universités américaines, moi je suis universitaire, où les salaires sont secrets, ils en sont fiers. Les salaires sont négociés entre le professeur et l'université, et c'est un secret de négociation. Donc là, et c'est un secret absolu. En France, on a l'information, dans la plupart des grandes administrations en tout cas. Est-ce qu'il y a des entreprises où on tait les salaires? Si vous avez des données, moi je n'ai pas d'informations qui me diraient qu'en Allemagne, c'est plus transparent cette information. Mais peut-être que c'est le cas, mais... Non, c'était une question. Merci à vous.
Bonjour, alors moi j'ai une question sur le taux de change appliqué à la courbe de Lorenz sur les revenus. C'est-à-dire, est-ce que dans ces taux de change, par exemple, les dépenses de santé et d'éducation sont aussi appliquées? Parce qu'aux États-Unis, ils payent beaucoup pour la santé, beaucoup pour l'éducation, ce qui n'est pas le cas en France, je connais, et en Italie, je pense que c'est plutôt un peu comme la France. Donc ça aussi, en fait, ça c'est une part de revenus. Et est-ce qu'elle est finalement comptabilisée dans cette courbe de Lorenz? Absolument. Elle l'est imparfaitement. Parce qu'on a parlé justement de revenus disponibles. Comme on l'a. Donc le revenu disponible, c'est le revenu après prélèvement de l'État et transfert. Aux États-Unis, il y a moins de prélèvements de l'État, mais il y a aussi moins de prestations. Donc vous avez vu que le revenu disponible américain était beaucoup plus élevé, mais avec ce revenu disponible, les Américains doivent se procurer, par exemple, de la santé privée. Et donc, effectivement, c'est pour ça que les Américains ont l'air d'être beaucoup plus riches, mais ils ne le sont peut-être pas tant que ça. Non, absolument. Donc ça c'est mal capturé. En revanche, ce qui est relativement bien capturé, c'est le coût de la vie. Le fait que, par exemple, je ne sais pas moi, un Big Mac ou une bouteille de vin, et quand vous allez aux États-Unis, le vin est plus cher qu'en France, par exemple. Bon, le Big Mac, je crois qu'il est plus cher en France qu'aux États-Unis. Donc, essayez de faire en sorte que lorsqu'on convertit un dollar en euros, on va faire en sorte qu'un panier de biens, dans lequel il y aura un peu de vin et un peu de Big Mac, il faut prendre quel est le panier de référence. Et donc, le panier qu'on prend typiquement pour faire ces conversions, c'est le panier moyen du consommateur américain. Alors, si on fait la conversion avec le panier moyen du consommateur français, on va avoir des différences aussi. Mais quelque part, en faisant ça, on contrôle pour le coût de la vie. On fait en sorte que le taux de change est tel qu'un certain panier coûte exactement la même chose après le taux de change dans les deux pays considérés. Ce qui est mieux que de ne rien faire du tout. Parce que si on prend le taux de change courant, là, on neutralise pas pour ça. En revanche, pour les questions que vous évoquez, que ce qu'on fait avec les impôts, le fait qu'on ait affaire à des... Par exemple, l'école est souvent gratuite en France, elle est très souvent payante aux États-Unis. Ça, effectivement, on n'en tient pas compte. Absolument. Donc, pour moi, donc ça veut quand même dire que c'est un peu biaisé, parce que en égalité des chances, l'accès à la santé pour tout le monde et l'accès à l'éducation, au moins une éducation gratuite, comme l'école, c'est aussi très important. En fait. Absolument, absolument. Donc vous avez raison que l'analyse l'analyse, on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas ici. Alors après ça, le problème, c'est que quand on veut effectivement rentrer là-dedans, il faudrait faire une analyse un peu. Dans mes recherches, ça m'arrive de le faire, une analyse pluridimensionnelle, de regarder le revenu, de regarder aussi l'accès à des biens publics, par exemple la santé. Des fois, on va regarder des distributions de revenus et de santé, et de ce point de vue-là, on voit que les États-Unis sont beaucoup moins bien, parce que la distribution de la santé aux États-Unis est beaucoup moins bonne qu'en France. L'espérance de vie est bien plus faible. Et donc là, à ce moment-là, quand on tient compte à la fois de la santé que vous obtenez et de votre revenu, là, tout de suite, cette dominance américaine disparaît. Donc effectivement, mais là, il faut élargir à d'autres biens que le revenu. Il faut, effectivement. Donc là, ce qui a été présenté ici est biaisé de ce point de vue-là. Vous avez tout à fait raison. Ouais, ma question, moi, elle est un peu dans le prolongement. Égalité des chances, éducation. Est-ce qu'il y a des études qui montrent en quoi les systèmes éducatifs vont être facteurs ou pas de réduction des inégalités? Oui, il y en a. Il y en a même beaucoup. J'en ai même fait moi-même. Mais pour ça, il faut effectivement avoir une analyse un peu bidimensionnelle. Pour regarder l'effet de l'éducation sur l'égalité des chances, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde l'origine sociale de l'enfant et on regarde ce qui devient après être passé par l'école. Ce qui devient, ça veut dire, par exemple, on va regarder ses résultats scolaires ou on va utiliser des données comme les données PISA. Je ne sais pas si vous connaissez ces données PISA qui font passer des tests standardisés à des échantillons représentatifs d'enfants de 15 ans dans plein de pays. Et on connaît plein de choses sur ces enfants. On connaît leur milieu social. On connaît, par exemple, l'éducation de ses parents, le revenu de ses parents. On sait s'il y a des livres à la maison, etc. Et on va regarder à ce moment-là ce que fait l'école. Est-ce que l'école brise le lien entre succès scolaire et milieu social d'origine? Quand on regarde les liens entre les deux, il y a un lien très fort. Le milieu social influence très, très fortement les résultats scolaires des enfants. Partout dans le monde.
Mais il y a des pays, la France n'est pas très bonne de ce point de vue-là, qui font mieux que d'autres, c'est-à-dire qui corrigent cette corrélation. Le fait que l'enfant de milieu défavorisé va avoir des moins bons résultats. En Finlande, par exemple, on le corrige beaucoup. Ce n'est pas une correction parfaite, la corrélation est maintenue, mais elle est réduite. En France, elle n'est pas réduite. Elle n'est pratiquement pas réduite. Et donc voilà, de ce point de vue-là, la France fait mal. Le système éducatif français fait un mauvais boulot en termes d'éloigner les résultats des enfants de leur origine. Donc ça, c'est une forme d'égalité des chances qui est beaucoup étudiée. Donc il y a eu beaucoup de comparaisons de pays. Et des pays comme la France sont plutôt moyens et faibles en la matière de réduire la corrélation entre milieu social et résultats scolaires. Des pays comme la Finlande sont remarquables. Et des pays aussi asiatiques font très bien. Alors ça, c'est une forme d'égalité des chances. Peut-être que vous aviez en tête d'autres formes d'égalité des chances. Mais cette idée de casser le lien, les Anglais disent que the apple doesn't fall very far from the tree. La pomme ne tombe pas très loin de l'arbre d'où elle vient. Ça, c'est un phénomène un peu naturel. Mais on aimerait que l'école casse ça. On aimerait que l'école fasse en sorte que la pomme puisse tomber un peu plus loin de son nid, parfois, d'où elle vient. Et de ce point de vue-là, des pays comme la France font moins bien que d'autres pays. Les États-Unis ne font pas très bien non plus. Il y a pas Mais la France, c'est un peu surprenant parce que la France dépense quand même beaucoup d'argent, comme vous l'avez évoqué, pour son système éducatif. Et du point de vue de casser le lien entre origine sociale des enfants et résultats des parents, eh bien, elle ne fait pas très bien. Elle fait pas très bien. Mais il y a peut-être d'autres études. Enfin, vous avez peut-être que vous aviez en tête d'autres formes d'égalité des chances. Donc là, après ça, il y a la question Donc si j'avais eu le temps, j'aurais montré aussi des données sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui sont très patentes dans certains pays et beaucoup moins dans d'autres. La France, par exemple, est relativement égalitaire en matière d'égalité des chances éducatives entre garçons et filles. Si vous regardez le pourcentage de filles qui ont moins d'un certain niveau d'éducation, et le pourcentage d'hommes qui ont moins, ou de garçons qui ont moins d'un certain niveau d'éducation, dans la population adulte française, vous aurez en gros les mêmes, quel que soit le niveau d'éducation. Quand vous regardez les mêmes courbes en Inde, c'est épouvantablement dominant. Vous avez toujours une beaucoup plus grande fraction des femmes qui n'auront pas atteint un certain niveau d'éducation que la fraction correspondante des hommes, et ce, quel que soit le niveau d'éducation. Donc là, vous avez une énorme inégalité des chances entre genres, dans un pays comme l'Inde, que vous n'avez pas en France, en tout cas pas de manière visible. Il y a des petites différences. Mais donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'en matière de chances éducatives à la naissance, garçons-filles en France, c'est relativement égalitaire. En matière quand vous regardez la distribution des femmes et des hommes entre les différents niveaux d'éducation atteints à l'âge adulte. Quand vous faites la même étude en Inde ou dans d'autres pays, vous verrez des énormes écarts. Donc là, vous pouvez, de ce point de vue-là, en tirer des conclusions sur l'égalité des chances entre les garçons et les filles, en matière de complétion d'études. Et petite dernière question. Pour continuer sur le même thème un petit peu, c'est un sujet d'actualité. Est-ce que vous pensez que la méritocratie, ça existe encore On n'a pas eu la chance de parler de l'inégalité des chances. Est-ce qu'on peut toujours parler de méritocratie aujourd'hui? C'est une bonne question. La question qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'on peut moins en parler aujourd'hui qu'on pouvait en parler hier ou plus? Parce que donc, la méritocratie, c'est une notion complexe. Que veut dire le mérite? Que veut dire le mérite? Qu'est-ce que ça veut dire on a mérité son revenu? Donc, c'est une question compliquée. Il y a même des philosophes, des économistes qui même mettent en cause même l'existence de cette notion. Est-ce que le mérite veut dire quelque chose? Est-ce qu'une personne qui est très talentueuse, est-ce qu'elle le mérite quand même de bénéficier des fruits de son talent? Est-ce que ça se pose vraiment en termes de mérite? Mais donc, c'est une question compliquée. Voilà. Moi, je suis un peu réticent à l'idée de la méritocratie moi-même. Mais donc, cette idée du mérite, qu'est-ce que ça veut dire, le mérite? Mais il y a une théorie anglo-saxonne qui est très friande de ça, la méritocratie et la responsabilité. Il y a des gens qui ont travaillé très fort, qui ont vraiment travaillé à la sueur de leur front, et qui ont accumulé un patrimoine, et ils méritent ce patrimoine. Voilà. Et d'autres qui l'ont dilapidé, qui ont fait la fête, qui ont bu, qui ont abusé de la vie,
et qui se retrouvent, gros gens comme devant, 60 ans, fatigués, ils ne méritent pas. Mais je trouve ça très... Est-ce que les gens l'ont mérité, même ceux qui ont travaillé fort, peut-être qu'ils ont, ils ont une facilité pour le travail, que n'ont pas d'autres personnes qui sont trop... C'est ça, la méritocratie scolaire, ça voudrait dire simplement que quand vous avez des bons résultats, même la méritocratie scolaire, je veux dire, qu'est-ce qui explique le fait que vous ayez des bons résultats à l'école ou des mauvais? Est-ce qu'on peut la discuter? Est-ce que vous méritez ça? Donc il y a des gens qui sont inégaux aussi en la matière, il y en a qui apprennent vite, il y en a qui donc alors est-ce que mais bon, effectivement, alors je ne sais pas si ça se perd ou si ça se gagne. Je ne sais pas si c'est pas un leurre des fois que cette idée de méritocratie. C'est un principe éthique qu'il faut suivre. Mais après ça, donc, la question de l'école spécifiquement, si c'est à ce à quoi vous faites référence, donc, en ce moment, il se passe quand même quelque chose. C'est que la rémunération du capital humain, la rémunération de l'éducation est en baisse. Pendant très longtemps, l'école, ça payait. Donc les gens qui étudiaient longtemps avaient plus de chances de trouver un emploi, gagnaient plus. On mesurait en économie le taux de rendement de l'éducation, le taux de rendement d'une année de plus d'éducation. Eh bien, depuis environ une quinzaine, voire une vingtaine d'années, ce taux de rendement est en baisse. Donc, étudier davantage, ça rapporte moins individuellement. Alors, pourquoi cela? Il y a eu, à un moment donné, c'est un peu, les économistes travaillent là-dessus, on ne sait pas bien pourquoi, mais pour des raisons diverses et variées, la technologie moderne est moins demandeuse de travail très qualifié. Et on pense que l'IA ne va pas améliorer ça. Là, parce qu'hier, on n'aura plus besoin d'avoir des gens... On va au contraire avoir besoin d'avoir des gens peu qualifiés, ça on en aura plus besoin. Mais des gens très qualifiés, on va souvent pouvoir les remplacer par un peu d'IA. On va pouvoir utiliser l'IA pour faire des diagnostics médicaux, pour faire des jugements, des fois des avocats. On pourra faire des études juridiques par l'IA. Donc il y aura beaucoup de travail qualifié qui sera moins demandé. Donc ça risque d'accentuer cette question de rémunération de l'effort éducatif. Et donc ça posait un petit problème aussi pour ce qu'on appelle la méritocratie scolaire, parce qu'après ça, on va avoir des très bons résultats à l'école, mais ça ne va pas nous donner grand-chose, on va pas gagner beaucoup plus avec ça. Et donc ça, c'est aussi une question qui est relativement récente et qui peut être problématique. Bon, je suis désolé, c'est passionnant, mais il va falloir évacuer la salle. Je vous souhaite une bonne soirée quand même, et merci Nicolas.